pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour nous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la Belge? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Pour ce qui est de l'origine des 3 documentaires dont le premier est passé sur antenne déjà le 4 mai, on m'a donné ce projet donc à monter. Il est très vite apparu que ce qu'on voulait faire, c'était, comme le titre du documentaire le dit, l'histoire belge. C'est-à-dire qu'on se disait que toutes les chaînes de télévision, tous les reportages documentaires qui allaient être faits allaient parler de l'histoire l'histoire de la guerre, qui est la guerre mondiale, ou du côté français, ou du côté allemand, ou du côté italien ou américain ou international. Et que si nous avions vraiment un rôle à jouer au sein d'une télévision de service public de notre communauté française aux fédérations Wallonie-Bruxelles, c'était cette carte-là qu'il fallait jouer, qui est celle de la spécificité, et que c'est vrai que c'était un aspect méconnu. Donc on a commencé ce travail de mémoire. Évidemment, on n'était pas les premiers à faire ça, puisqu'il y avait des historiens, et en particulier des jeunes historiens, et d'autres aussi d'ailleurs plus anciens, qui avaient déjà fait un travail immense, qui sont devenus nos contacts privilégiés, en tout cas mes premiers contacts privilégiés. Les gens en 1914 n'ont pas conscience de ce qu'est la guerre. Et donc, les bombardements, les obus qui tombent, qui soufflent les maisons, qui s'abattent dans les rues, est quelque chose qui est très impressionnant, qui va susciter une peur et souvent pousser les gens à partir. Ce n'est pas un hasard si Charleroi se vide de sa population quelques heures après le début du bombardement de la bataille de Charleroi. Mais à cela s'ajoute une autre dimension plus irrationnelle, qui est la peur des atrocités. La rumeur sur l'attitude des Allemands pendant l'invasion se répand comme une traînée de poudre à partir d'août 1914 et va véritablement prédisposer les gens à la fuite. Bernard Baltau, qui a quitté la RTBF il y a 2 ans, a livré, si vous voulez, une mouture brute du scénario, avec un petit peu une espèce de colonne vertébrale de tout ce qu'il faudrait mettre dedans, avec un enchaînement, avec beaucoup de renseignements, parce que je crois que de nous tous, c'était lui qui avait le plus de connaissances à ce moment-là. Et puis, moi, j'ai énormément travaillé sur l'écriture, donc sur toutes les voix off et les voix on que Bernard Yerles dit. J'ai travaillé aussi sur les carnets de guerre, les carnets de campagne, etc., que les 4 comédiens portent. Laissez-moi vous emmener dans votre histoire, notre histoire commune. Celle que les Belges, nos aïeux, mais tant d'autres aussi, ont vécue pendant la Première Guerre mondiale, qu'on a aussi appelée la Grande Guerre. On a voulu à la fois pouvoir poser des questions, des problématiques, mettre en évidence tout ce qui s'était passé en Belgique, qu'on ne connaissait pas depuis l'invasion, le massacre de population civile, l'exode massif, la première attaque par les gaz à Steenstraat, donc le début de la guerre chimique, ça s'est passé chez nous. Exode de population, 1,5 million de Belges sur les routes, qui partent aux Pays-Bas, neutres, en France et en Angleterre, qui va poser le premier problème de gens qui vont vivre dans des camps, avec les réflexes d'abord de solidarité des camps de réfugiés, ou qu'on va essayer de mettre au travail, que ça va poser les premiers problèmes à la fois de solidarité, de rejet, d'une forme de xénophobie, les camps de réfugiés, avec tout ce que... Et c'est, peut dire, une grande première par rapport à des choses qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc on a essayé aussi de mettre en relation, donc de poser des questions qui fassent sens aujourd'hui, comme celle de la guerre chimique avec les gaz d'abord asphyxiants, puis en 17 le gaz moutarde qui aveugle et brûle. Ce sont encore des questions, puisque le prix Nobel de la paix a été, comme vous le savez, accordé à une organisation qui essaye de combattre de faire interdire les armes de destruction chimiques. Cette fois, il frappe avec le gaz moutarde, un gaz jaunâtre et huileux qui stagne au niveau du sol, reste actif pendant des semaines, brûle les muqueuses et rend aveugle. L'hypérite, c'est son nom. Il le doit à la ville d'Ypres. C'est un agent de la guerre chimique
une arme de destruction massive. On a essayé aussi de parler des gens, du vécu des gens, et c'est parce qu'on a voulu humaniser aussi qu'il y a eu cette idée, ou Michel a eu cette idée de personnages de fiction qui pourraient donner un contrepoids plus humain, un petit peu différent que l'image d'archives brute ou même introduite par Bernard avec son iPad ou d'autres techniques. Les soldats atteints du typhus ont de fortes fièvres, des maux de tête, des douleurs abdominales, des vomissements de couleur noire, des saignements de nez. Le fautif, c'est le pouls qui grouille dans la crasse des tranchées, qui se nourrit du sang d'un malade infecté pour contaminer un organisme sain. Le typhus est incurable. Il faut redoubler les mesures d'hygiène, donner des douches aux soldats et désinfecter leurs vêtements. C'est vrai que, comme romancière, j'ai eu envie de donner de la chair à des personnages ou à des émotions ou à des choses que j'ai apprises tout le long de ce trajet. C'est le problème du roman historique, parce que mes deux précédents, c'est aussi des romans historiques. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, mais sur le plan de l'histoire, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Je veux dire, bon, que ma Jeannette, là, toujours pour reprendre cette femme qui se prostitue pour les Allemands, elle a épousé un gars qui part à la guerre, qui est rémouleur, et qui fait des coups. Bon, tout ça, vous racontez tout ce que vous voulez, mais comment est-ce que se passait la soupe populaire, à quelle date, c'est comment. Enfin, ça doit être irréprochable. Je l'ai appris un peu théoriquement, je l'ai écrit non théoriquement pour les documentaires et je me suis tout à fait lâchée imaginairement pour les nouvelles. J'ai su, en lisant des chroniques, qu'il y a eu un camp de concentration pour pigeons au cinquantenaire. C'est un peu une folie quoi. Hein. Et puis que tous les détenteurs de pigeons devaient amener les pigeons là-bas au cinquantenaire. Et puis finalement, les Allemands, je ne savais pas, c'était une puant. Bon, les bêtes étaient là, c'était leurs propriétaires qui devaient les nourrir. Donc tous les jours, il fallait surveiller les entrées et les sorties. Les bêtes mouraient dans les cages. Et un jour, un jour, les Allemands les ont relâchés. Et donc, je trouvais ça bien de mettre dans les documentaires, mais là, dans les documentaires, on a nourri ça avec un film de la Cinémathèque sur l'espionnage, sur des gens qui envoient des pigeons, aussi sur des archives qu'on a retrouvées au service cinéma de l'armée belge, Télévox aujourd'hui, avec des gens, avec des soldats, le pigeonnier à soldats, bon, qui était un autre type d'espionnage aussi. Et alors, bon, je me suis emparée de ça, mais là j'ai imaginé une subjectivité à ce pigeon, quoi, hein. Donc puisqu'il dit je, il est né en 1912 et je suis adulte en 1914. Et mon maître vient de me rechercher et ah là là, et puis il y en a un autre à côté de lui et en fait c'est l'autre qui va lui montrer le chemin, donc il se sent un peu humilié et puis il est heureux parce qu'il va vivre le grand rôle de sa vie, il va devenir résistant. Mais je pense qu'effectivement, le travail de promotion que je vais essayer de faire de ce livre maintenant, c'est de voir comment il pourrait être diffusé, c'est peut-être un grand mot, dans les réseaux d'enseignement. Parce que je sais que des jeunes, bon je ne dis pas des enfants de 4 ans, hein, mais des grands adolescents qui l'ont lu. Et bon, alors peut-être avec un accompagnement, soit d'un professeur de français, soit d'un professeur d'histoire, je crois que c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, j'ai eu une aventure tout à fait extraordinaire. Quand j'ai publié la première nouvelle en 2011 pour La Fureur de lire, il y a une professeure de français qui s'est amusée à refaire le texte un peu plus simple. Et quand les enfants sont rentrés au mois de janvier à l'école, on dit il y a une lettre qui vous attend, c'est le soldat inconnu qui vous a écrit. Alors bon, chouette, marrant, c'était un peu ludique, et puis un texte de 8 pages, parce qu'elle avait un peu condensé.
Et puis finalement, ils ont très bien fonctionné là-dedans et elle m'a envoyé des lettres que m'avaient écrit les enfants. Monsieur le soldat inconnu aux bons soins de Freddy Tielemans, qui était alors bourgmestre de Bruxelles, colonne du Congrès, enfin, bon, etc. C'était drôle et merci, vous avez appris plein de choses et nous voudrions qu'il n'y ait plus jamais de guerre. Enfin, de très très belles lettres, quoi.